Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. La première mention du bégaiement remonterait au début du Moyen Empire égyptien, plus précisément au XXe siècle avant Jésus-Christ, à travers le conte du naufragé. Ce terme fut prononcé par un marin qui voulait reconforter un capitaine au retour d'une expédition maritime à travers ces mots. Lève-toi, fais couler de l'eau sur tes mains. Réponds quand tu seras interrogé. Parle au roi avec ton cœur présent et réponds sans bégayer. Car la bouche d'un homme, elle peut le sauver, car sa parole, elle peut forcer l'indulgence. Le bégaiement, son histoire, les différents traitements et considérations à travers le temps par les philosophes et les chercheurs, tels sont les thèmes que nous allons aborder dans cette émission. On se retrouve juste après le générique. À bientôt. Plusieurs personnages très connus de l'histoire tels que Aristote, Aristophane, Hippocrate, Bruyère mais aussi Godard se sont intéressés à la pathologie aussi bien dans sa description que dans son explication étiologique. C'est ainsi que le chercheur grec Aristophane estimait que le bégaiement était comparable au cri de la grenouille. Aristote s'est intéressé à la pathologie dans sa classification permettant de distinguer les blesseurs, les bredouilleurs et les bègues. Il estime que les blesseurs auraient des difficultés à prononcer certains sons, les bredouilleurs omettent les syllabes et les bègues auraient des difficultés à mettre un son après l'autre. En fonction des considérations allouées à la pathologie, plusieurs explications étiologiques vont être données, allant du déficit organique au déficit fonctionnel. Plusieurs organes, notamment la langue, vont être indexés. Chez une personne bègue, la langue serait donc trop sèche selon Hippocrate, mais elle serait lourde, paresseuse et même trop mouillée pour certains auteurs. Pour Godard, le bégaiement aurait une double origine et résulterait à la fois d'une affection de la langue mais aussi du cerveau. Les explications étiologiques diffèrent donc selon les époques mais également selon les spécialistes. Alors qu'en est-il du traitement à travers les siècles? Au 7e siècle, les traitements avaient pour objectif d'agir sur la langue. Mais vers les années 1700, l'idée de guérir du bégaiement à travers de la chirurgie va prendre de l'essor grâce aux travaux du professeur Friedrich, un chirurgien allemand. En effet, ce dernier pensait que le bégaiement était dû à l'état spasmodique des voies aériennes qui passent par la glotte et qui communiquent avec la langue et les autres organes. Et par conséquent, une section transversale des muscles de la langue arrêterait donc le bégaiement. Cette opération, de par son succès, va en engendrer d'autres et également va être empruntée par les chirurgiens français. Hormis la chirurgie, d'autres techniques très réputées méritent d'être soulignées. Il s'agit notamment du caillou de Démosthène, du bridge language de Colomba, de la fourchette d'Itard et du cintre de Hervès. Dans ces cas, il s'agit notamment d'objets introduits dans la bouche au vu d'agir sur la mobilité de la langue. Mais est-ce que ces techniques marchaient, me demanderiez-vous? Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de Démosthène et de ces fameux cailloux. Démosthène a vécu au IVe siècle et était décrit comme le modèle de l'éloquence, mais cela n'a pas toujours été ainsi. En effet, à ses débuts, Démosthène avait une articulation imprécise, il avait beaucoup de trac et de tics. Mais il s'est entraîné. Comment cela a-t-il été possible? Démosthène a commencé par s'entraîner avec des cailloux pleins à la bouche, ces cailloux qu'il ramassait bien sûr à la mer. Et pour renforcer ce volume, il s'exerçait à parler fort devant les vagues. En effet, mettre les cailloux dans la bouche permettait à Démosthène de renforcer son articulation, mais également la mobilité des organes bucco-phonatoires. Nous allons à présent aborder les différentes considérations allouées au bégaiement dans quelques parties du monde. En effet, il faut savoir que les considérations au bégaiement varient non seulement selon les sociétés, mais également selon l'importance accordée à la parole dans ces sociétés. En Afrique, relativement très peu d'études se sont penchées sur la question. Mais celles qui existent estiment que le bégaiement serait dû à une malédiction ou à une punition divine. Selon quelques parents interrogés, ils pensent que la punition de leur bégaiement était due par exemple à une malédiction ou au fait que l'enfant le fait de lui-même.
En Asie, les populations porteuses du bégaiement sont estimées à plusieurs millions. Selon les études de Zemin et al. Réalisées en 2001, les croyances estiment que le bégaiement était dû à un défaut d'apprentissage ou aux facteurs émotionnels et environnementaux. D'après Hoffman, toujours en Asie, les personnes porteuses du bégaiement étaient considérées comme moins intelligentes et avaient moins de chances de décrocher un emploi par exemple. Aux États-Unis, selon les données de Clem et Wood, 85% des chefs d'entreprise estiment que le bégaiement serait un frein à l'embauche et préfèrent donner aux personnes qui bégayent des postes qui ne nécessitent pas de contact avec la clientèle. Si le bégaiement donne lieu à une vision relativement différente d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, les explications étiologiques de nos jours ne sont pas évidentes que ça. Qu'en est-il réellement? Où est-ce qu'en est la recherche par rapport aux étiologies du bégaiement? Ça, nous allons en parler dans une prochaine émission. À bientôt. Au revoir. Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Je suis Dodik Bedahoun, docteur en sciences du langage et également orthophoniste, créateur de la chaîne Les Mystères du langage. Dans nos précédentes émissions, nous avons abordé l'historique du bégaiement, notamment les différentes considérations dans le temps, mais également dans différentes parties du monde. Cette émission, celle d'aujourd'hui, vient compléter la précédente, notamment nous allons aborder les causes du bégaiement et les différents traitements qui existent. Si vous êtes comme 80% des personnes qui suivent ces émissions sans être abonnés, je vous conseille de le faire car cela est bien évidemment important dans la continuité de cette aventure. Alors, qu'est-ce que le bégaiement? Le bégaiement se définit comme une perturbation du rythme de la parole. Une perturbation qui affecte bien sûr l'intelligibilité de la parole. Plus précisément, le bégaiement se manifeste par des répétitions de sons ou de mots monosyllabiques ou de syllabes, des prolongements de syllabes ou de sons, mais également des blocages. Le bégaiement ainsi défini touche 1% de la population adulte. Toujours en considérant les chiffres, on s'aperçoit que sur 4 enfants qui commencent par bégayer, il y a 3 qui vont arrêter sans prise en charge. Alors, quelle est la cause exacte du bégaiement? Aujourd'hui, il n'existe pas de cause évidente au bégaiement. Toutefois, plusieurs théories et hypothèses appuyées par la science apportent des explications. Alors, quelles sont donc ces théories? Au niveau cérébral, par exemple, les recherches mettent en évidence une suractivation et des anomalies dans certaines zones du cerveau. Par ailleurs, une hypersécrétion de la dopamine a été observée chez les personnes qui bégaient. La dopamine étant un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule chimique qui permet la transmission de messages d'un neurone à l'autre. La dopamine comme neurotransmetteur est impliquée dans plusieurs fonctions, dont le contrôle moteur, la mémoire et la motivation. On pourrait comprendre pourquoi sa perturbation pourrait affecter la parole. Au niveau de la génétique, plusieurs travaux permettent d'envisager une origine génétique au bégaiement. Ce facteur s'explique par le fait que le risque de développer un bégaiement est multiplié par 3 si l'un des parents bégaye. Également, de récents travaux permettent de noter que la mutation de certains gènes sur les bras du chromosome 12 pourrait expliquer 10% des bégaiements. Afin de comprendre l'implication de la génétique dans le bégaiement, certains chercheurs ont réalisé des souris transgéniques avec mutation des gènes qui sont impliqués dans le bégaiement chez l'être humain. Les résultats montrent que ces souris émettent des vocalisations dont les caractéristiques sont proches de la parole bègue. On enregistre notamment une diminution du nombre de vocalisations effectuées par les souris transgéniques. La seconde différence se situe au niveau de la durée des silences effectués par les souris transgéniques et les souris normaux. À ce jour, il reste difficile de déterminer une cause précise ou une étiologie précise au bégaiement. Les professionnels s'accordent sur une combinaison de facteurs, parmi lesquels les facteurs prédisposants, c'est-à-dire des facteurs qui créent un terrain favorable au bégaiement, comme la génétique ou la neurologie. Mis à part les facteurs prédisposants, nous avons les facteurs déclenchants, c'est-à-dire des éléments qui entraînent l'enfant à un moment donné à bégayer. Ça peut être la pression temporelle, ça peut être le modèle capacité-demande, c'est-à-dire qu'on demande à l'enfant plus on est capable de donner, que ce soit au niveau de la politesse ou au niveau des apprentissages. Également, nous avons tous les événements de la vie quotidienne, comme un déménagement par exemple, la mise à l'école
ou également un décès ou un divorce. Mis à part les facteurs prédisposants et déclenchants, nous avons des facteurs chronicisants, c'est-à-dire des facteurs qui vont faire installer le bégaiement dans le temps. Il s'agit là du comportement de l'enfant face à son bégaiement ou du comportement de l'entourage. Au niveau de l'enfant, on peut assister à un enfant qui refuse de parler ou qui se met en colère quand cette influence commence. Également, les conseils de l'entourage comme par exemple « parle bien, tais-toi, tu regardes pas les autres enfants », ces genres de comparaisons vont faire installer le bégaiement dans le temps. Il est important que l'entourage veille à ces comportements parce que c'est ça qui va déterminer ce que nous appelons la personnalité bègue. Pour finir, il est important de souligner qu'un seul facteur n'explique pas à lui seul le bégaiement. Il s'agit d'une combinaison de facteurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, mais surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification qui vous permet d'être alerté à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour la suite de notre aventure. À bientôt. Au revoir. Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. Votre enfant commence par bégayer et vous vous demandez comment l'aider à réduire au mieux cette dysfluence. Vous êtes au bon endroit. Dans cette émission, je vais vous présenter 10 comportements et attitudes et conseils face à un enfant qui commence par bégayer. Sans plus tarder, passons au conseil numéro 1. Comportement ou attitude numéro 1, parler lentement. Il convient d'adopter une attitude qui permet à l'enfant une bonne assimilation des productions de son interlocuteur. Il convient donc de ralentir votre débit et de s'assurer que l'enfant est compris. Également, il est important de faire le plus de pauses possible et d'éviter les phrases trop longues. La recette, une idée, une phrase. Deuxième conseil, reformuler les énoncés de l'enfant comportant des dysfluences ou des bégayages. La reformulation permet de reprendre de manière naturelle les productions de l'enfant de manière discrète. Également, cela permet de lui donner une bonne prononciation. Également, reformuler permet à l'enfant de prendre conscience de notre présence dans l'échange et également dans l'activité. Conseil numéro 3, prenez le temps d'écouter votre enfant. Si jamais vous n'êtes pas disposé à écouter votre enfant pour diverses occupations, il est important de lui faire savoir et de différer l'échange. Ensuite, il convient de prendre du temps dans un endroit calme et sans distraction et de revenir sur le sujet. Également, il faut éviter de parler à l'enfant en faisant d'autres choses, par exemple en regardant sur son téléphone où l'on ne mobilise pas l'attention de l'enfant. Conseil numéro 4, évitez de conseiller l'enfant sur sa parole. En effet, les parents donnent souvent des conseils du genre « calme-toi, respire, prends ton temps ». Ce sont des conseils qui n'aident pas généralement l'enfant mais lui mettent plus de pression. En effet, la parole étant naturelle, tout acte volontaire de mobiliser plus d'énergie entraîne plus de dysfluence. Conseil numéro 5, là il s'agit d'une attitude à éviter. En effet, il faut éviter de demander à l'enfant de répéter ses productions. Là, par exemple, l'enfant bégaye sur un mot, les parents généralement ont tendance à lui demander de répéter après eux. En effet, les demandes de répétition peuvent apporter des solutions sur le champ. Mais cette attitude va faire installer le bégaiement dans le temps. En effet, les demandes de répétition sont comparables à une demande de bégayer. Conseil numéro 6, se mettre au niveau physique de l'enfant. En effet, cette posture permet de capter l'attention de l'enfant, de la maintenir mais aussi de l'encourager dans ses productions. Généralement, un enfant qui bloque sur un mot détourne le regard. Se mettre à la hauteur de l'enfant permet de maintenir l'échange mais également de l'encourager dans ses productions. Conseil numéro 7, instaurer des temps d'échange réguliers avec l'enfant. On peut choisir par exemple chaque soir à une heure précise de faire des activités avec l'enfant. On peut choisir entre autres des activités de lecture, de description d'images, de récitation ou de chant.
Dans ces échanges, il est important de reformuler, comme on l'avait dit, les productions de l'enfant. Il est important que ces échanges soient totalement ludiques et n'impliquent aucun stress de la part des parents. Conseil numéro 8, féliciter l'enfant en cas de fluence parfaite. En effet, généralement, les parents ont tendance à faire uniquement des reproches à l'enfant quand il bégaye. Il est important que ce dernier se sente également félicité quand sa parole coule bien. Par exemple, la méthode LeetCom utilisée généralement par les orthophonistes préconise 5 commentaires positifs pour 1 commentaire négatif. De manière résumée, il convient de faire plus de commentaires positifs à l'enfant au départ et ne pas lui faire des reproches uniquement sur ses dysfluences. On peut par exemple trouver avec l'enfant des expressions ou des mots pour signaler ses dysfluences, mais également quand il s'exprime bien. Conseil numéro 9, éviter le stress, la fatigue, le manque de sommeil et la pression temporelle. Plus l'enfant va être fatigué, plus il manquera de sommeil, plus il aura tendance à bégayer. Il est important de veiller à ses rythmes de vie. Il est également important de réduire le temps que passe l'enfant devant l'écran qui constitue un réel facteur de fatigue. Conseil numéro 10, consulter un spécialiste. Il est important dans le cas du bégaiement de consulter le plus rapidement possible un spécialiste qui évaluera le bégaiement de votre enfant et qui vous donnera les conseils adaptés à ses difficultés. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous laisser des commentaires. Plusieurs thématiques seront abordées sur cette chaîne. Si vous ne voulez pas rater ces thématiques, nous vous conseillons de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui nous permet de vous alerter à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau sujet. À bientôt, au revoir.